Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. L'Afrique et surtout l'Afrique subsaharienne affiche un faible niveau en matière d'infrastructures de transport. Transport ferroviaire quasi inexistant, transport fluvial balbutiant, transport routier très faible et au niveau aérien, les choses décollent à peine. C'est pour tenter de corriger ces failles que la Côte d'Ivoire a initié un vaste programme de construction, de rénovation et de modernisation d'infrastructures de transport. Et on retrouve dans cette politique le fameux projet de transport urbain d'Abidjan. Ces réalisations devraient améliorer le quotidien des populations, renforcer le développement et l'inclusion socio-économique, mais voilà, leur déploiement soulève aussi quelques tensions, des critiques et des mécontentements. Impacts environnementaux, indemnisation des personnes et des communautés dépossédées de leurs terres et de leurs biens. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Où en est le projet de transport urbain d'Abidjan et quel traitement pour les personnes impactées par ce projet d'avenir? On en parle avec nos invités sur ce plateau. Monsieur Thierry Desroux-Laurent, vous êtes le président de l'ONG Espoir Handicap. Merci Toujours d'être de avec l'espoir. nous. Toujours de l'espoir. Bonjour monsieur, c'est tout un plaisir d'être là. Et c'est le plaisir est partagé, il faut le savoir. Et nous avons avec nous sur ce plateau Madame Koné Nantiès. Vous êtes la coordonnatrice du projet de suivi du PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan. Merci d'être avec nous. Merci et merci de nous faire l'honneur de participer à l'émission. Alors pour tous ceux qui nous suivent déjà, quand on parle de PTUA, de projet de transport urbain d'Abidjan, en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le projet de transport urbain d'Abidjan est un projet d'envergure que le gouvernement met en œuvre dans le but de parer à un certain nombre de problèmes qu'on rencontrait dans la circulation. Donc ce projet vise à intervenir pour une amélioration de la mobilité urbaine, voilà, à Abidjan. À Abidjan, ce projet, il a démarré environ en 2016 et aujourd'hui, nous sommes en 2024. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des personnes qui ont été forcément impactées dans la mise en œuvre de ce projet. Il a fallu libérer certains espaces, déguerpir certains quartiers. Comment est-ce que ces personnes-là ont été impactées? Vous, en tant que président d'ONG qui suivez ce dossier, qu'en est-il à Abidjan? Merci monsieur. Effectivement, ce projet d'envergure, au départ, faisait l'objet de fierté de la Côte d'Ivoire parce que là, ça donnait un nouveau visage à Abidjan, qui est la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce que nous constatons est que le projet en lui-même a été très bien exécuté. Mais ce n'est pas un environnemental qui pose problème par rapport à la population. Nous savons que dans un premier temps, les personnes handicapées qui sont déjà vulnérables n'ont pas accès à ces ouvrages-là. Pourtant, on dit au Dieu que le développement, personne ne doit rester de côté. Mais ce que nous constatons pour ces projets d'envergure qui font au moins la fierté de la Côte d'Ivoire, les personnes handicapées ne sont pas physiquement prises en compte. Et pourtant, nous savons qu'aujourd'hui, une personne handicapée fait aussi la fierté de sa famille. Pourquoi aussi ne pas donner cette chance à tout le monde pour y participer? C'est pourquoi les premiers impactés sont déjà les personnes handicapées. Après viennent les populations qui ont été recensées et pas indemnisées. Voici un peu ce que je voulais dire pour commencer. Alors, mais quand on parle de personnes handicapées, on a vu par exemple que c'était un élément majeur. On a vu les Jeux Olympiques de Paris qui viennent de se tenir. On a vu comment est-ce que la France a mis les moyens en œuvre pour que les personnes dites en situation de handicap puissent se mouvoir aisément, participer à tout cela. Et la ville de Paris en profite aujourd'hui. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, dans le lancement de ce projet, est-ce que les personnes handicapées à un moment, vous avez été associés à ce projet pour donner vos besoins pour que cela puisse être intégré à ce projet? Merci pour cette question. Il serait très heureux de pouvoir vous répondre parce que je vous informe que l'ONG Espoir Handicap a été agréée par le COCAN pour défendre le droit des personnes handicapées sur les 6 stades. Des mesures ont été prises concernant l'acquisition des transports, des tickets gratuits, le transport des personnes handicapées jusqu'au stade avec des navettes, des places réservées, mais tout cela a été fait. Mais dans l'application, ça posait problème. C'était une fierté pour nous d'entendre qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est au nom, les stades sont au nom international. Mais vraiment, excusez-moi, mais il y a eu beaucoup de choses à faire. Parce que moi, j'étais un peu avec le COCAN.
on savait aujourd'hui, ça fait la fierté d'entendre qu'aujourd'hui, l'expérience ivoirienne pourrait être partagée par d'autres pays. Mais dans le concret, on n'a même pas eu d'appui. Nous avons travaillé sur fonds propres. Mais ce que nous disions concernant aux Jeux Olympiques, c'était une fierté aujourd'hui. L'exemple ivoirien pourrait stimuler d'autres pays à faire autant. Mais ce que nous constatons, nos gouvernants, ils ont mis la barre très haute, mais des mesures n'ont pas suivi au fait. Les mesures n'ont pas suivi, on reviendra sur ce volet-là parce que tout ce qui parle en matière d'avenir, de prospective, toutes les couches de la population doivent être intégrées. Et justement, en parlant des couches de la population, tout à l'heure, on parlait de certaines personnes dépossédées de leurs biens, de leurs terres, de leurs maisons pour permettre que ce projet puisse s'établir. On a vu depuis quelques temps à Abidjan, il y a eu plein de déguerpissements. Est-ce que tous ces déguerpissements rentrent dans le cadre du PTUA ou le PTUA c'est autre chose? Ok, merci beaucoup, Monsieur Don Stéphane. Permettez-moi d'abord de pouvoir clarifier quelque chose concernant le projet que nous menons avant d'en venir à votre question. Bien sûr. Voilà, le projet s'intitule « Le suivi du projet de transport urbain d'Abidjan ». Alors, ce projet a été suscité après avoir eu écho des différentes plaintes des populations riveraines des chantiers de ce projet. Alors, nous avons aussi consulté le site de la BAD et nous avons vu que ce projet était problématique dans la mesure où il devait nécessiter le déplacement de plusieurs populations dans plusieurs zones. Alors, avec notre partenaire technique et financier qui est le Bank Information Center, nous avons mûri l'idée de ce projet-là qui consiste à faire le monitoring du transport urbain d'Abidjan. Donc il s'agit de, je crois, 2 grandes parties que nous devons mener, notamment la collecte de données. Et donc nous sommes allés au contact des populations impactées. Et les zones que nous avons visitées sont la voie de Yopougon à Thomasé, la voie Yopougon à Carrefour-Jacquesville, également la Y4, la rocade Y4, le boulevard Latrille et le 4e pont. Donc nous sommes allés au contact des populations, nous avons pris leur ressenti par rapport au projet et maintenant les informations que nous avons pu collecter devront former le plaidoyer qui est le but principal du projet afin que ces populations-là soient rétablies dans leurs droits. Donc le plaidoyer que nous devons mener se fait d'abord au niveau national, donc à l'endroit des gouvernants et des responsables du projet, mais également le plaidoyer doit se mener au plan international, au niveau de la BAD, qui est le principal bailleur de ce projet. Parce que la BAD a en son sein ce qu'ils appellent le système de sauvegarde intégré, qui prévoit 10 sauvegardes environnementales et sociales, auxquelles tous les emprunteurs devraient se conformer lorsqu'ils exécutent des projets issus des prêts souverains que la BAD fait aux États. Voilà, donc c'est un peu le projet que nous menons et nous sommes accompagnés dans ce projet. Donc il y a APDH, mais il y a bien d'autres organisations. Vous constatez M. Théi Derou qui gère une organisation qui lutte en faveur des droits des personnes handicapées. Mais il y a également la LIDO, il y a le MIDH, il y a OFACI, l'ONG Plédou, DDECI, droits des enfants. Il y a également l'ONG IAZA qui travaille dans l'agriculture. Il y a Nature Environnement, en tout cas un pool d'ONG spécialisées dans divers domaines pour pouvoir adresser la question du suivi du PTUA. Maintenant, pour en venir à votre question, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déguerpissements à Abidjan, mais il faut faire la part des choses. Je crois qu'il y a deux axes majeurs. Donc, il y a ceux qui ont eu lieu à la faveur du PTUA, comme on l'a dit, mais il y a d'autres déguerpissements qui sont du fait du district qui veut, je crois, travailler à embellir, à réaménager, voilà, la vie urbaine. Voilà. Mais justement, donc, au niveau de ces populations qui sont impactées par ce projet, quelles sont aujourd'hui leurs principales réclamations, leurs inquiétudes? D'accord. Les personnes impactées réclament en fait la compensation. Réparation. La compensation, parce qu'il y a beaucoup qui ont été déguerpis, expropriés, on va dire.
et cela n'a pas été fait, je veux dire, elles n'ont pas reçu une indemnisation. Voilà, donc ces personnes réclament aujourd'hui que l'État se penche sur leur situation afin qu'elles soient remplies dans leurs droits. Mais dans un tel contexte, dans le cadre d'un tel projet, les autorités mettent en place souvent des cadres de concertation ou d'indemnisation. Pour ce projet, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui a manqué pour qu'on en arrive là? Dans ce cas-là, un comité a vu le jour, mais nous ne faisons pas part de ce comité en fait. Nous avons des informations du fonctionnement du fonctionnement de ces cadres de choses. C'est pourquoi quand nous sommes partis sur le terrain, les populations nous avons vu comme les dieux. Parce que là, au moins, leur plainte sera entendue par des gens. Mais ces personnes sont délaissées en fait. Et nous plaidons pour qu'il puisse y avoir réparation, que ces personnes qui vivaient de leur petite activité puissent se remettre. Parce qu'ils ont aussi droit de vivre. Vous voyez, nous sommes à Noël. Ils mettent tous ces personnes ont des enfants. Mais si le père n'a rien, comment est-ce qu'il pourra me trouver un petit jouet pour son enfant à cette période de fête? Voici un peu les problèmes que rencontrent les familles qui se prennent indemnisées. Mais au niveau des indemnisations, il y a quand même, on a entendu certaines choses se dire. Il y a un plan d'indemnisation qui est mis en place. Est-ce que ce plan, il est respecté? Et puis surtout, est-ce que l'indemnisation est à la hauteur, en griffe, des dommages que ces personnes ont vécu, vous qui êtes sur le terrain? Oui, elles se plaignent en fait de la modicité des sommes qui sont allouées. Et il n'y a pas que l'indemnisation, je vais intervenir sur les autres pans, parce que les populations ont également décrié le fait que les ponts piétons soient trop hauts. Donc les ponts de 5 mètres, difficiles d'accès pour les personnes du 3e âge, pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Elles se plaignent aussi de l'absence de passerelles dans certaines localités. Quand je prends la localité de Songon, par exemple, il n'y a pas de passerelle. Et il y a un enfant qui revenait de l'école qui s'est fait percuter et qui a même perdu la vie. Donc c'est un peu ça, finalement, comment on va dire, ces baptistes qui sont venus pour apporter le développement, par moment empiètent sur la vie des populations. Donc ces populations aimeraient bien, certains ont sollicité, ont souhaité avoir des ponts piétons au niveau de leur quartier pour que les enfants puissent traverser facilement sans se faire de mal, quoi. Mais justement, quand on parle de telles modifications en griffe qui doivent être apportées, est-ce qu'il y a un cadre actuellement de concertation entre ces populations et les opérateurs de ces ouvrages? C'est sûr que ça va peut-être occasionner encore des coûts supplémentaires, peut-être allonger les dates de livraison, mais à la fin, ça doit apporter le bonheur à tout un chacun. Est-ce que ce cadre de concertation existe? Mais ce cadre de concertation existe, mais nous ne faisons pas partie. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui font partie. Vous ne faites pas partie. Nous plaidons pour parce que justement, par votre influence, le problème de la population véritablement. C'est là que nous plaidons en fait. Nous voulons faire partie des comités pour faire remonter l'information par rapport aux besoins de la population. Mais en attendant d'intégrer ce comité, quels sont les moyens d'action que vous avez pour attirer l'attention des décideurs de ces autorités sur ces réalités-là? Ce sont les plaidoyers. Comme nous sommes aujourd'hui sur cette chaîne-là, nous parcourons aussi des radios pour pouvoir informer la population. Mais si nos gouvernants nous impliquent dans ce comité, je pense que nous avons beaucoup à dire et beaucoup à apporter pour soulager la population. Parce que le tout n'est pas de construire, mais prendre en compte le besoin de toutes ces personnes qui vivent selon les ouvrages qui mènent au développement. Et vous prenez votre bâton de pèlerin depuis déjà quelques temps. Est-ce que vous sentez que vous êtes entendu, ou il y a quelques signes au niveau des autorités qui vous montrent que vous êtes quand même entendu, que des choses pourraient changer? Bien entendu, nous pensons que nous sommes entendus. Nous avons fait partie
plusieurs courriers. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu également une rencontre avec le PTUA. Notamment, nous avons été reçus par le coordonnateur du PTUA et le vice-coordonnateur. Et pendant la rencontre, nous avons souligné les ronds-points assez dangereux sur la voie Yopougon, Carrefour Jacquesville, donc Songon. Et le coordonnateur avait comme ça dit qu'ils allaient supprimer tous les ronds-points. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc nous pensons que nous sommes équipés. Nous le saluons. Et donc justement nous saluons cela et nous plaidons encore pour une amélioration continue, voilà, des ouvrages pour le bien-être de toutes les populations. Ouais. Alors, vous vous tournez vers le coordonnateur ou vers le PTUA, ça c'est déjà quelque chose de concret, de fait, mais est-ce que vous allez un peu vers les élus, ceux qui portent la voix de ces populations? Est-ce que vous avez dans votre agenda une rencontre avec l'Assemblée nationale, avec des parlementaires pour essayer de porter encore plus haut votre voix pour vous faire entendre? Bien entendu, nous avons envie de voir tous ces élus locaux et nous avons adressé un courrier à l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, on n'a pas de suite. On continue de suivre parce que c'est quand même un organe assez important pour le plaidoyer que nous menons. C'est au sein de l'Assemblée que les lois sont prises. Figurez-vous que la loi sur les déguerpissements, sinon les expropriations en Côte d'Ivoire, date de 1930. La loi date de 1930. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons vues et que nous aimerons vraiment mettre en œuvre avec l'aide de l'Assemblée nationale. Nous y avons pensé et nous suivons le courrier. Nous saluons aussi la femme et la femme et l'enfant qui nous ont reçu par rapport au plaidoyer et qui mènent aussi des actions en ce sens pour que des actions soient vraiment prises pour les femmes, parce que là, quand on parle de ces femmes, ils sont plus axés sur la femme et l'enfant. Pourtant, aujourd'hui, la famille, en tant que telle, on va sur le socle de la société. Si ces personnes sont déjà prises en compte, je pense que les choses vont bouger, mais nous attendons avoir des actions assez concrètes, que des pas soient vraiment franchis pour que nous puissions que vraiment nos clés soient entendues. Alors ma question était un peu orientée parce qu'on a vu il y a quelques jours, Mehdi 1 était à Yopougon, la plus grande commune, en tout cas d'Abidjan de la Côte d'Ivoire, où le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, avait donné un discours vraiment encourageant le jour de la journée internationale des handicapés, où il a donné beaucoup d'espoir et ouvert une brèche pour dire que des choses allaient être faites dans les mois, les années à venir. C'est pour ça que je vous ai posé cette question, puisqu'on parle des droits de l'homme. Quelles sont les lois aujourd'hui qui permettent de protéger ces populations dans de tels cadres? Parce que le PTUA, ce n'est qu'un projet. Il y a autant d'autres projets de si grande envergure qui se déploient sur le territoire ivoirien. Et justement, pour revenir à vous dans ce même contexte des personnes en situation de handicap, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vraiment, je ne peux pas dire impacter, mais comment est-ce que vous arrivez à mobiliser ces personnes handicapées pour faire porter leur voix? Ce que nous faisons d'abord, c'est d'abord sensibiliser ces personnes-là. De deux, nous organisons des panels, des réflexions sur le transport, sur la santé, sur le sport, par exemple, pour dire que votre existence a droit de citer dans ce pays. Par conséquent, l'État doit avoir un regard. On doit justement changer un peu de regard pour que les choses bougent. Sinon, les droits pour les personnes handicapées sont énormes, ont été votés, mais l'applicabilité pose problème. Sinon, en termes de loi en Côte d'Ivoire, concernant les questions handicapées, les lois ont été votées en bonne et due forme en Afrique de l'Ouest. On a la meilleure loi en matière de droits des personnes handicapées, dans toute sa globalité. Mais on prie Dieu que vraiment ce qui est dit soit. On attend l'application effective de ces lois, si on peut le dire. Alors, Madame Koné-Nontiès, vous qui suivez ce fameux programme, ce fameux projet de transport urbain d'Abidjan, quand vous analysez la situation, dans votre plaidoyer, quelles sont les grandes rubriques, les grandes actions qu'il faille mener dans les prochaines semaines, les prochains mois pour essayer de rectifier le tir?
Bien, je pense que la plus grande action sera de vraiment partir au contact des populations encore et vraiment chercher à les satisfaire. Quand vous dites, toutes ces personnes qui n'ont pas encore Quand vous dites partir au contact, les autorités, les gouvernants ou... Le projet même également. Le D'accord. projet PTUA doit repartir sur le terrain et recenser ces personnes qui ont encore des reçus datant de 2019 et qui n'ont pas encore été indemnisés. C'est déjà d'essayer de régler ça. Également, nous avons souhaité que la voie Y4 soit éclairée parce que dans la nuit, c'est vraiment dangereux. Il y a beaucoup d'accidents sur cette voie. Il faut que les autorités se penchent aussi sur la question. Parce que l'ouvrage a été livré, je crois, à la faveur de la CAN. De la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il n'était pas encore fini. Donc en ce moment, ça crée vraiment beaucoup de désagréments. Voilà, il faut voir aussi s'il faut refermer pour essayer de terminer d'abord. Je crois que ce serait bien. Mais bon. En tout cas, déjà, il faut savoir que la fameuse Y4 dont on parle, c'est un peu la voie de contournement. C'est cette grande voie qui ceinture en tout cas la ville d'Abidjan et permet de désengorger la ville. Mais déjà, je me tourne vers vous, ça sera pratiquement votre mot de fin. Quel appel aux autorités pour une mobilité plus adaptée aux personnes en situation de handicap? Je vous remercie. Je pense que ce que vous avez dit, c'est encore plus simple. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous faisons la sensibilisation pour nos membres de pouvoir pratiquer les ouvrages mis à leur disposition pour leur développement, passer là où il faut passer, emprunter les voies qu'il faut, ne pas prendre la chaussée comme il y a des passages à respecter pour pouvoir être très à l'aise dans la mobilité. En plus de ça, c'est de pouvoir sensibiliser davantage aux alentours, l'entretien de tous ces voies-là, parce que ça fait partie de notre environnement. Nous devons mener des actions pour que ces voies soient vraiment traitées, ne pas jeter des ordures n'importe comment, pour que ces voies fassent encore la fierté de la Côte d'Ivoire. En plus de ça, on souhaiterait que le comité en tant que tel, nous puissions faire partie de ce comité, parce que nous avons beaucoup à apporter. Je ne sais pas si on est critique, mais nous avons des propositions à faire pour que nous qui vivons avec la population au jour le jour, par rapport à nos décideurs qui prennent les décisions là-haut, je pense que nous sommes sur la même table, des choses peuvent bouger. Nous saluons toutes les actions qui sont menées, nous les remercions, mais il y a encore beaucoup à faire. Encore beaucoup à faire, et quand on sait que le slogan, en tout cas du gouvernement en place, c'est la Côte d'Ivoire solidaire, c'est réussi à faire une inclusion totale de ce développement. Votre appel sera entendu, nous l'espérons, grâce à Medi 1 TV. Alors, je me retourne vers vous. On a beaucoup parlé des droits de l'homme, de ce qu'il faut faire pour ces populations, mais il y a un point peut-être sur lequel on n'a pas trop insisté, à mon avis, c'est le côté environnement. Si vous aviez un mot à dire, droits de l'homme, environnement, quelles sont vos perspectives pour ce projet? Bien, en ce qui concerne l'environnement, nous souhaitons que lorsque les travaux sont achevés par endroit, les entreprises elles-mêmes essaient d'évacuer les déchets de chantier pour ne pas que cela rebouche après les caniveaux et que cela empêche l'eau de circuler par certains endroits et ça occasionne des moustiques et bon, tout ce qui suit en fait. Donc, il serait bien que les entreprises, avant de partir, évacuent tous les déchets de chantier. Ensuite, à l'endroit des populations, c'est que ces ouvrages-là doivent contribuer à leur bien-être. Donc, elles doivent aussi être des protecteurs de l'environnement. Donc, ce n'est pas bienséant de jeter des ordures ici et là, ou même dans les caniveaux, et puis se plaindre après qu'il n'y a plus de canaux d'évacuation. Donc, il faut éviter cela. Mais également, pour leur sécurité personnelle, il serait bien d'emprunter les passerelles qui sont là, même si elles sont hautes. C'est pour leur protection que ces passerelles sont là. C'est pas normal de voir une passerelle et puis d'essayer de traverser l'autoroute sans utiliser la passerelle. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire à l'endroit des populations. Mais je voulais aussi sensibiliser les jeunes filles, parce que quand il y a ces projets d'envergure, il y a également des possibilités de VBG. Et nous avons rencontré certains cas, les violences basées sur les genres, demander aussi aux populations d'être peut-être des gendarmes sur ces différents chantiers.
Parce que nous avons eu aussi un cas où il y a eu un chef de chantier qui, plutôt que d'engager des personnes qualifiées pour le travail, comment on va dire, il a utilisé des enfants sur les chantiers, des mineurs. Il y avait même un enfant handicapé et la population a vécu avec ça pendant au moins 6 mois sans pouvoir alerter les autorités. Mais aujourd'hui, le chantier est fini et ils sont partis. Donc, c'est à ces populations-là d'avoir un œil sur tout ce qui se passe autour, afin de pouvoir, là, on pouvait alerter même la compagnie qui travaillait sur le site pour qu'on rappelle cet employé-là à l'ordre. Ce n'est pas des enfants, même s'ils sont bon marché, ce n'est pas leur place là. Voilà, il faut recruter plutôt du personnel qualifié pour la bonne marche des ouvrages qui sont mis en œuvre. Merci. En tout cas, je retiens faire le bonheur de votre discours, faire le bonheur, faire le bonheur. On voit que tous ces projets qui sont mis en place sont exécutés pour faire le bonheur des populations, mais dans leur exécution, on découvre ça et là quelques dysfonctionnements que vous nous avez permis de révéler ou de relever aujourd'hui. Merci en tout cas pour vos contributions. Je rappelle que vous êtes Thierry Desroux-Laurent, président de l'ONG Espoir Handicap. Et toujours de l'espoir, je l'ajoute. Et Madame Koné Nanties, vous êtes coordonnatrice du projet de suivi du PTUA. Merci en tout cas pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission qui parlait aujourd'hui de la mobilité au niveau de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, et ces projets qui sont mis en place. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes. Bien, merci.